L'intelligence artificielle au service de la création, de la croissance, c'est le titre de cette séquence avec Alexis Beaufine-Ducrot. Bonjour, partenaire chez Artefact. Bonjour Valérien. Bonjour Alexis, et puis comme de Marini, CEO chez... Alors je le prononce en anglais ou en français? L'idée, c'est que ça marche dans les deux situations, français, anglais, espagnol, allemand, X et immersion, X et immersion, ça marche. Ok, X et immersion, je vais le dire en français, tu le prononces beaucoup mieux que moi. Alexis, Artefact, société française spécialisée dans le déploiement de technologies d'IA et de solutions data. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour nous présenter Artefact? Oui, bien sûr. Artefact, c'est un cabinet de conseil français qui a fêté ses 10 ans cette année et qui est spécialisé dans la transformation data et IA des entreprises de bout en bout. C'est-à-dire qu'on va de la stratégie, on acculture beaucoup de COMEX aux grands enjeux de transformation de leur business par la data et par l'IA, au grand potentiel que ça peut libérer chez eux, à la manière de s'y prendre. Et on le fait avec eux de bout en bout, c'est-à-dire qu'on fabrique des cas d'usage, que ce soit des cas d'usage autour de la data, autour de l'IA. On fabrique toutes les logiques de factory qui leur permettent de se rendre autonomes pour fabriquer ces cas d'usage ensuite. Et puis tous les sous-jacents, la gouvernance de la donnée, les plateformes de données. Et surtout la culturation, on a une School of Data qui forme quelques milliers de personnes par an en B2C et également énormément de nos clients en B2B aux enjeux de transformation des métiers et d'appropriation de ces outils. Très clair. Comme de ton côté, c'est l'IA, mais au service des jeux vidéo? Tout à fait, même aux industries culturelles et créatives de manière un peu plus large, mais principalement les jeux vidéo. Nous, en fait, ça fait X Immersion, c'est une société qui a bientôt 4 ans, et ça fait 4 ans qu'on développe des solutions d'IA générative pour aider la production dans les jeux vidéo. En particulier, nous, ce qu'on va pouvoir accélérer, c'est la production de dialogue, donc du texte, de la voix de synthèse, donc du clonage vocal, et de la génération d'animations automatiques, qui sont des tâches qui sont en général très chronophages, peu artistiques. Et ce qu'on va vraiment apporter, c'est aider les équipes créatives à produire plus de contenu et se focaliser vraiment sur les parties très créatives, là où l'IA va faire les parties beaucoup plus, on va dire, redondantes et moins, avec moins de plus-value. Alors on parle d'IA, mais en même temps, c'est pas vraiment le sujet du moment. On parle que de ça, on est d'accord? Ah bon? Ouais, un petit peu quand même, un peu plus depuis 2 ans en tout cas d'IA, et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'oreilles attentives pour cette séquence. Dans ce que tu me dis, est-ce qu'aujourd'hui concrètement l'IA est capable d'écrire un scénario complet, intéressant, intelligent d'un jeu vidéo? Réponse rapide, non. Réponse un peu plus complexe. L'IA aujourd'hui, c'est pas si intelligent que ça. L'IA, c'est des modèles qui sont prédictifs, qui vont essayer de deviner par rapport à ce qu'on a avant, qu'on peut écrire plus tard ou ce qu'on peut générer comme contenu à la suite. Donc l'IA, ça s'inspire de choses qui sont déjà créatives, mais l'IA, ça n'innove pas. Si on veut parler en termes un peu techniques, mathématiques, l'IA, c'est très très bon pour faire de l'interpolation, donc deviner qu'est-ce qui est entre 2 points créatifs, mais c'est très mauvais pour faire de l'extrapolation, donc de la création, de l'innovation. Donc l'IA, pour nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on le déploie, c'est comme ça que nos clients l'utilisent. C'est vraiment un outil d'aide à la production. On va aider un narrative designer qui, normalement, va produire 1000 lignes de dialogue par mois. Avec l'IA, il va pouvoir en faire 10 000. Et donc, soudainement, toute la création de son œuvre prend une échelle supplémentaire. Et c'est vraiment là qu'on va avoir des accélérations intéressantes. C'est sur cette vitesse de production et la profondeur des expériences et des œuvres qu'on peut créer derrière. Alexis? J'ai très envie de compléter parce qu'on vient de lancer le AI Film Festival avec MK2 et Jean-Pierre Jeunet. Et donc on aura la réponse aussi. Je pense que c'est un sujet qui est en voie d'exploration. La réponse à ta question, elle est en train d'être explorée dans toutes ses dimensions. Et donc avec ce AI Film Festival, l'enjeu, c'est des créateurs qui viennent nous proposer des films pour lesquels ils ont utilisé des solutions d'IA générative à différents moments de la pré-prod, prod ou post-prod. Et donc on a très envie de découvrir avec beaucoup de curiosité comment ils l'ont utilisé, ce que ça leur a apporté, là où l'humain reste super intéressant pour dompter cette espèce d'outil animal encore méconnu qu'est l'IA générative. Et donc hâte de voir ça, hâte de voir comment ça va changer dans les prochaines années. Comment vous expliquez le boom qu'il y a depuis 2 ans sur l'IA? Alors, moi, je pense qu'il y a une réponse très très simple à ça. L'IA existe depuis très longtemps dans beaucoup de processus, mais elle a souvent été back-office. C'est-à-dire que des systèmes d'IA qui détectent de la fraude en banque, par exemple, ou en assurance, il y en a depuis longtemps. Ça fonctionne pas mal avec des outils de machine learning, mais en fait, personne n'interagit avec du machine learning, ou très peu de monde. Aujourd'hui, ce qui fait le boom de l'IA, c'est la mise en main d'un outil avec un front office hyper simple, un front-end hyper simple, pardon, qui est accessible à tous. Donc c'est le fait que chacun d'entre vous, vous utilisez peut-être ChatGPT pour corriger vos mails, vous utilisez Perplexity pour accélérer vos recherches, et c'est des outils incroyables. Et en fait, il y a eu une première distorsion qui s'est faite entre ce que j'ai à disposition en tant que particulier et ce que je trouve dans mon entreprise. Et là, les entreprises se sont dit,
je dois accélérer, sinon qu'est-ce qui se passe? Je crée une sorte de shadow IT qui est en fait un recours à des IA complètement ouverts par mes salariés sur leur téléphone, sur leur portable perso au service du pro, et donc les entreprises doivent s'y mettre. Voilà, c'est le vrai accélérateur. Il y a quelque chose qui est intéressant sur pourquoi est-ce que l'IA se développe tellement aujourd'hui. En fait, c'est une technologie qui est très mature. C'est ce que Alexis disait. Ça fait longtemps qu'on développe des solutions dessus, qu'on l'intègre dans plein de processus de manière un peu invisible. Et ce qui a beaucoup changé, c'est cet effet waouh. Quand ChatGPT est sorti, soudainement, n'importe qui pouvait utiliser l'IA. Quand on a commencé à avoir Midjourney et de la génération d'images, en une seconde, on a quelque chose qui est impressionnant, qui est visuel, qui est différent. Et donc évidemment que c'est devenu hyper viral, tout le monde a commencé à en parler, à tester, à voir comment ça fonctionnait. C'est vraiment l'effet wow qui a changé beaucoup de choses. Alors après, l'effet wow est un peu en train de passer et maintenant on se pose la question de ok, maintenant comment est-ce qu'on industrialise ça? Non mais c'est vrai, on y arrive. Alexis, tu as déjà parlé des entreprises, ça m'intéresse. Comment justement alors je vais pas parler des grands groupes, mais peut-être plutôt pour ceux qui sont ici, les TPE, PME, peut-être ETI aussi, peuvent se saisir de l'IA. Pour faire quoi? Pourquoi? Alors, il y a le comment et le pour faire quoi. Oui, il y a deux questions. Je vais juste commencer par le comment. Je pense qu'on sort d'une première phase de l'IA-Gen, qui était une phase assez exploratoire, un peu chère, que beaucoup de grands groupes ont abordé avec pas mal de cash un peu brûlés dans des POC qui sont pas toujours arrivés à destination, et c'était pas forcément très grave. Et on commence à avoir la fin de cette première période un petit peu dispendieuse. Et c'était une période qui était difficile à aborder pour des plus petites entreprises qui n'avaient pas forcément ni le cash ni les ressources pour aller attaquer elles-mêmes des LLM. On rentre dans une deuxième ère dans laquelle on a un certain nombre de plateformes qui proposent des solutions qui permettent de fabriquer des cas d'usage relativement simples, mais industriels, qui passent à l'échelle dans des plateformes type Unique, type Lighton, qui est français je crois, type ChatGPT Entreprise, pour lesquels les plus simples, et qui sont une opportunité pour des entreprises plus petites, qui n'ont pas d'équipe de data science, qui n'ont pas toutes les compétences de data engineering pour aller maîtriser tous ces sujets d'IA, pour se faire la main, pour faire des cas d'usage qui restent plutôt internes, pas exposés clients pour le moment, mais commencer à le mettre en main des salariés. Et c'est un vrai sujet, parce que les salariés, les collaborateurs doivent aussi s'approprier ces outils-là pour rester à la page, pour rester employables. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a une deuxième page de l'IA générative avec des solutions de marché qui arrivent, dont je pense des PME, des ETI doivent se saisir, faire confiance à leurs collaborateurs aussi pour trouver des bons cas d'usage, ceux qui vont les accélérer dans leur quotidien. Je te voyais approuver. C'est pour ça que je te donne. Je ne saurais dire mieux que lui. Oui, c'est ça. C'est une deuxième phase qui est vraiment intéressante où maintenant on va commencer à être dans le concret, dans l'utilisation. Et le côté un peu sexy de l'IA va peut-être avoir un peu tendance à disparaître. Enfin, pas vraiment, mais disons qu'on va plus être dans le retour sur investissement. On va commencer à se rendre compte que, ok, en fait, maintenant on a des preuves que ça marche, on a des preuves que c'est rentable de faire de l'IA. Et aussi, ça fait quand même quelques années, on commence à avoir de l'éducation, les gens commencent à comprendre comment ça marche. Et on commence à savoir qu'aujourd'hui, non, je ne peux pas virer la moitié de mon équipe et la remplacer par une IA, parce que derrière, ce que ça va produire va être nul. En revanche, si j'intègre correctement mon IA, que je forme mes équipes pour l'utiliser d'une manière intelligente, là oui, je vais peut-être pouvoir faire 10 fois plus de business parce que j'ai des outils qui me permettent d'aller plus vite. Concrètement, pour une entreprise, c'était la deuxième partie de ma question de tout à l'heure, mais pour faire quoi en fait? Alors aujourd'hui, ça dépend énormément des entreprises. Bien sûr. Mais on va trouver des grands territoires de déploiement de l'IA générative dans deux grands domaines. Je vais commencer par le moins marrant d'entre eux, qui est aujourd'hui celui de mes clients qui sont côté services financiers. Ils s'y attaquent beaucoup par des sujets d'automatisation. Donc finalement, on quitte le côté un petit peu sexy de l'IA générative pour l'appliquer à des processus qui ont toujours été un peu douloureux pour certaines entreprises, qui sont de l'extraction automatisée d'attributs d'un certain nombre de pièces. Une banque, ça lie, j'en sais rien, une promesse de vente par exemple. Une promesse de vente, ça fait quelques dizaines de pages et dedans, il y a quelques données intéressantes. Et donc l'IA générative, elle est très forte pour trouver les données, comprendre le contexte qui entoure chacune de données et dire cette date-là, elle correspond à la date de la promesse. Cette date-là, quand je la lis dans le texte, elle correspond à la date effective de la vente, etc. etc. Et donc l'IA générative va en fait mettre un coup de boost à un certain nombre de processus pour automatiser un grand nombre de tâches. Ça, c'est un premier thème qui est vraiment un sujet de cost to serve, quoi. Réduction de coûts, fluidification opérationnelle. Pas le plus sexy d'entre eux. Deuxième sujet plus sexy, il est autour de la relation client.
Et là, il y a pas mal de sujets. Le premier d'entre eux est le plus simple à adresser, c'est rendre mes collaborateurs plus forts dès lors qu'ils ont une interaction avec le client. C'est le plus simple à adresser parce qu'en fait, l'humain reste au centre du processus. Il est aidé par une IA qui va soit entendre la conversation et suggérer des documents à regarder, des éléments de réponse aux collaborateurs de manière à ce que ce soit très fluide, ou éventuellement ce sera sur la base d'une recherche faite par le collaborateur. Et ça, je pense que c'est vraiment un nouveau standard de la relation client, c'est quand vous aurez quelqu'un face à vous, il sera toujours bon pour vous répondre. Et ça, je pense que ça va s'installer. Le deuxième standard de la relation client, c'est que, et c'est peut-être un petit peu plus lointain, même si on commence à le voir, c'est d'avoir des chatbots qui sont de bonne qualité. Aujourd'hui, votre expérience avec un chatbot, en général, c'est trouver le minimum de clics pour en sortir. Parce que la plupart des chatbots sont extrêmement mauvais. On va commencer à voir arriver des chatbots très pertinents pour vous répondre. Voilà, nous, on est très fiers d'avoir mis en place celui de Bouygues Télécom pour vous aider entre 21h et 8h du matin, parce que sinon il y a des humains, à acheter un forfait, à le choisir à votre téléphone. Je pense qu'il est parmi les premiers. Il n'y en aura pas... ça va arriver lentement, parce qu'il faut bien domestiquer l'animal, mais ça va s'installer. La question, c'est... Chaque entreprise va devoir se poser la question de quelle place il donne à ce genre d'outils pour rester différenciant par l'humain. Par exemple, une banque privée ne fera jamais ça, ou très probablement pas tout de suite. Ou alors pour rester sur une promesse de disponibilité totale, d'interaction extrêmement rapide et peu différenciée par l'humain. Ce sera des vrais choix stratégiques. Comment l'industrie créative, de manière globale, du jeu vidéo ou créative de manière globale, a vécu l'arrivée de l'IA ? Avec beaucoup d'appréhension. Dans les domaines créatifs, c'est assez fréquent que les créatifs tout de suite aient un mouvement de rejet. Parce que, évidemment, quand on voit Midjourney qui fait des photos, qui participe à des concours de photos et qui gagne ces concours, évidemment, les photographes à côté se posent des questions. Donc il y a évidemment eu un premier mouvement de rejet, aussi parce que l'IA générative, c'est quelque chose qui a été très poussé par des entreprises américaines. Et la philosophie des entreprises américaines, c'est un peu l'éléphant dans le magasin de porcelaine. C'est-à-dire on y va et on voit 4-5 ans plus tard si on a cassé des trucs derrière. Tout le monde ne fait pas ça. Et il y a des manières beaucoup plus douces et beaucoup plus, on va dire, sensibles de mettre en place l'intelligence artificielle dans les industries créatives. Maintenant qu'on a passé cette première phase de rejet un peu de facto, il y a des applications qui commencent à se poser. Les gens qui ont commencé à regarder profondément qu'est-ce qu'on pouvait faire avec l'IA commencent à avoir des applications, des démos, des créations, des œuvres qui deviennent vraiment pertinentes. Et ça, dans tous les domaines de l'IA générative. Donc que ça aille des interactions avec des personnages dans des jeux, que ça soit parler avec des personnages dans des musées, que ça soit... je sais pas, créer des images, créer donc des films, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Maintenant, ça apparaît vraiment comme un outil de création, comme l'ont été Microsoft Excel à une époque, enfin pas pour la création mais pour la productivité, ou Adobe récemment. Voilà, ça devient un outil, maintenant on crée avec, on l'utilise pour s'inspirer, et en fait ça permet d'accélérer des choses qui sont... C'est ce que je disais tout à l'heure, avec peu de valeur ajoutée. Un des exemples qu'on a avec un de nos clients, c'est ils font de la synchronisation labiale pour les mouvements 3D de leurs personnages. Habituellement, une phrase en synchronisation labiale, c'est une semaine de travail d'un animateur et quelques jours pour intégrer le tout dans le reste d'une scène. Avec l'intelligence artificielle, c'est 10 minutes de travail et quelques jours d'intégration. Donc en fait, c'est une accélération énorme pour nos clients. Et ce que ça a changé, c'est qu'ils ne se sont pas dit « bon, on va virer tous nos animateurs, en garder qu'un seul et il va tout faire ». Non, ce qu'ils ont eu comme idée, c'est qu'ils se sont dit « bon, en fait, vu que ça nous prend tellement moins de temps d'avoir de la synchronisation labiale de qualité, on va remonter le niveau de qualité de toute notre production. De toute façon, on avait budgétisé notre masse salariale, on n'y touche pas. Par contre, la qualité de notre produit va être à tel point meilleure. » Alexis ? Peut-être sur un sujet moins artistique, mais toujours de création. Ce qu'on voit arriver aussi, c'est que l'IA générative comme un outil de personnalisation du marketing à l'échelle. Aujourd'hui, quand vous faites une campagne de pub, que vous faites des bannières sur des sites, etc., chacune de ces créations-là va demander un processus de création, un processus de validation. Et en fait, vous en avez un certain nombre, et ce nombre, il est fini, il est limité. Ce qu'on voit et ce qu'on développe avec nos clients aujourd'hui, c'est une capacité de dire, en fait, pourquoi je ferais une bannière quand je peux en faire 100 et que ces 100-là, ils correspondent à des segments
de ma clientèle. Et donc là où de l'IA traditionnelle faisait avec du machine learning une bonne segmentation, on est capable de mettre une couche diagène qui va comprendre la segmentation fabriquée par l'IA et qui va la décliner dans un processus créatif pour personnaliser une bannière, personnaliser un SMS. Typiquement chez Orange, avant, quand ils envoyaient une campagne SMS pour vendre une campagne Netflix, il y avait un SMS brandé Orange, un SMS brandé Soch. Maintenant, depuis, ils en font une quarantaine différents, adaptés à votre segment, parce qu'ils ont détecté que vous étiez père de famille, un deuxième écran pour vos enfants, etc. Il nous reste moins de 5 minutes et j'ai 2 sujets peut-être qui fâchent à aborder. Le premier, il est le sujet environnemental et le deuxième peut-être l'éthique aussi. Quid de l'impact carbone de l'IA? Alors, l'IA, c'est... l'impact carbone de l'IA ne fait qu'augmenter récemment et on le voit avec les entreprises qui font des modèles toujours plus gros, toujours plus puissants. C'est des supercalculateurs qui sont monstrueux derrière. Dans l'industrie du jeu vidéo dans laquelle on est, déjà l'empreinte carbone n'est pas incroyable. Donc il y a plein de techniques pour essayer de diminuer un peu cet impact, de réfléchir à tout ce qui est les modèles d'IA qui sont frugaux, donc qui vont être beaucoup plus petits mais qui vont être beaucoup plus spécialisés. Et c'est un peu une tendance qu'on est en train de voir. Aujourd'hui, les grands modèles très puissants commencent à perdre un peu de leur superbe et on se rend compte que des modèles qui sont beaucoup plus petits, qui sont beaucoup plus précis sur une tâche et qui donc consomment beaucoup moins d'électricité vont être quasiment plus performants et beaucoup plus simples à déployer parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des serveurs monstrueux, juste quelque chose de très précis. Et en fait, on s'approche même de quelque chose qui va être très intéressant, c'est ce qu'on appelle le edge computing. Donc c'est même déporter tous ces calculs d'IA non plus sur des serveurs mais directement in situ sur la machine de l'utilisateur. Et pareil, ça c'est des réductions en empreinte carbone, en coût de data center, on a vu des entreprises qui mettaient des data centers dans l'océan parce qu'il faut les refroidir, etc. Donc voilà, c'est des choses qu'on va pouvoir commencer à éviter. Et l'accélération aussi du matériel et la qualité des algorithmes fait que avec le temps, on commence à réduire cet impact, mais c'est vraiment quelque chose d'actif. Il faut se battre pour essayer de réduire cette empreinte. Alexis? Alors, moi, je m'inscris totalement dans ce qui a été dit. Il y a un sujet énorme qui est l'explosion de l'adoption de cette technologie. Et en contrepoint de ça, il y a un sujet d'efficience, puisque même les très grands modèles ont gagné un facteur 10, même s'ils communiquent assez peu sur cette empreinte. On estime à peu près un facteur 10 ce qu'ils ont déjà gagné en un an et demi en termes de performance rapportée à la consommation. La question, c'est qui va gagner entre cette croissance et cette efficience. C'est la croissance qui va l'emporter. Il y a un effet rebond à chaque fois qu'on observe de l'efficience. On a toujours un effet rebond. Mais on a quand même quelques leviers pour gagner. Le premier, c'est qu'effectivement, dans un premier temps d'adoption de l'IA, on a beaucoup travaillé sur des grands modèles pour poker, pour essayer. Et ensuite, on s'est aussi rendu compte que ça coûtait même cher de faire tourner ces modèles. Donc, les entreprises, sous couvert parfois de responsabilité environnementale, derrière, il y a un sujet de coût. Si faire un chatbot, à chaque interaction, ça te coûte plus cher qu'avoir un humain, ça ne marche pas. Et donc, pour des raisons de coût qui sont intrinsèquement liées aux raisons environnementales, le coût, c'est la conso, et la conso, c'est l'énergie. Il y a beaucoup de travail sur l'efficience de la requête faite à ces LLM. Et ça passe pas mal par l'orchestration de différents LLM et notamment un premier langage peut-être un peu simple, plus petit, qui va découper la tâche en plusieurs sous-tâches et ensuite attribuer chacune de ces tâches à des plus petits modèles. Et ça nous a permis de gagner jusqu'à des facteurs 10 de coût et donc de consommation dans un certain nombre de cas d'usage qu'on a réalisés. Donc en fait, on poque avec des gros modèles et ensuite on raffine avec une orchestration plus précise. Bon, les toutes dernières questions pour chacun d'entre vous. Sur la régulation, comment on régule finalement? Comment on fait? Tu veux y aller? Lance-toi. Alors, quand on avait préparé cette intervention, je crois on avait dit quelque chose qui était intéressant. L'IA Act qui est en cours de déploiement, voilà. Donc ça, on avait dit que c'était un mal nécessaire. C'est absolument nécessaire de réguler l'intelligence artificielle. C'est très difficile de le faire parce qu'elle s'applique littéralement dans tous les domaines, toutes les industries. Donc, c'est une tâche dantesque. L'IA Act est en train de le faire en partie, c'est vachement bien. Mais il y a surtout une nécessité d'éthique. Nous, on le voit, on est en capacité de faire du clonage vocal. C'est une technologie qui est potentiellement très dangereuse. Donc on est obligé de prendre beaucoup de précautions, de créer des chartes éthiques, de s'assurer que si jamais on déploie cette technologie,
on le fait dans des conditions qui sont sécurisées pour tout le monde. Et c'est comme avec l'empreinte carbone, c'est quelque chose de très actif, c'est des valeurs qu'il faut prendre très tôt dans le déploiement et l'utilisation d'intelligence artificielle, parce que si on s'en occupe trop tard, en fait, ça va être impossible de revenir en arrière et de corriger des erreurs. Alexis, 30 secondes. Encore une fois, je complète. Alors effectivement, il y a deux grands sujets. Il y a l'IA Act, qui est le cadre réglementaire auquel tout le monde doit souscrire. Alors là, disclaimer, je suis un petit peu partie prenante, puisque moi, ça me rapporte beaucoup d'argent. Mais c'est un cadre qui est très contraignant pour les entreprises en réalité. Il est très intéressant parce qu'il oblige les entreprises à se saisir de leur patrimoine d'IA, à bien le comprendre et à bien le gouverner. Ça, c'est donc c'est un mal nécessaire, mais en fait qui va faire du bien au business. Cependant, derrière, toutes les contraintes qui pèsent sur la supervision des systèmes sont extrêmement lourdes. Et ça, je pense que il y a peut-être eu, dans la volonté de bien faire, un curseur qui est probablement à repositionner. Par-dessus l'IA Act, il y a les sujets de l'éthique. Et c'est vrai qu'on voit souvent nos clients, quand ils se saisissent de l'IA Act, se doter aussi d'une couche d'éthique. C'est-à-dire, rédigeons ensemble une charte éthique sur ce que doit faire l'IA chez nous, comment ça s'inscrit dans notre vision, dans nos valeurs. Moi, je travaille avec beaucoup d'acteurs mutualistes. Et donc, il y a un gros enjeu d'arrimage à ces valeurs, l'impact sur le travail, l'impact sur les clients, l'accessibilité des produits pour des clients qui sont moins connectés au web, etc. Donc ça, c'est un énorme travail encore très exploratoire aujourd'hui pour nos clients. Merci beaucoup à tous les deux. Côme et Alexis, vous êtes encore là, j'imagine, quelques minutes si certains souhaitent poursuivre la discussion qu'on vient d'avoir ensemble. Merci en tout cas et bon big à tous les deux. Et puis nous, on va poursuivre avec une prochaine séquence à arriver. On va parler recrutement, fidélisation des talents, vous l'aurez compris, une séquence ressources humaines.